tout le monde va au RAD. C'est l'endroit où on se retrouve, quoi. J'ai ramené mes potes, j'ai ramené mes collègues. La semaine prochaine, à tout moment, je ramène ma mère. Ça arrive souvent que des idées quand même viennent au bar, ou des phrases, plutôt des phrases. Tiens, la pression, tiens. Oh, Ouais. oh waouh. Ça marche encore. Les rats sont clairement des espaces en voie de disparition. Moi, ça m'attriste en fait de voir ces fermetures au fur et à mesure. Au Royaume-Uni, on boit une pinte au pub. En Allemagne, on peut s'asseoir devant un Späti. Et en France, on peut se prendre une mousse ou un café au bistrot. En français, on a plein de mots pour parler de ces lieux. Le bar-tabac, le rad, le PMU ou le café du coin. Et ils font partie intégrante de l'art d'Illure à la française. On y boit son café en lisant le journal, on y achète ses clopes ou des jeux à gratter au comptoir. Et en fin de journée, on s'y retrouve entre potes. En fait, on y rencontre un peu toutes les couches de la population. Pourtant, les rats sont en voie de disparition. Il y a tout un tas de raisons à ça. Les zones rurales qui se vident, les prix des loyers qui deviennent de plus en plus élevés pour des enseignes à prix modeste et de moins en moins de clients. Soit parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer un verre ou un café, soit parce qu'ils préfèrent être dans des endroits plus à la mode. Alors je suis allée à la rencontre d'artistes qui essayent de documenter, de transformer ou de célébrer ces lieux avant qu'ils ne disparaissent. Je passais du temps dans les cafés, j'y voyais en fait beaucoup de scènes de vie devant moi, j'entendais des punchlines incroyables, je me suis dit qu'il y avait vraiment à raconter ce qui s'y passe dans ces bistrots. Guillaume Blot est photographe. Avec son van, il parcourt la France et part à la rencontre des patrons et habitués des bars du pays pour les prendre en photo. Il capture le quotidien de ces cafés, ces rades comme il les appelle. Rad, c'est un mot en argot, un raccourci de radeau qui signifie comptoir. Et par extension, on a associé le comptoir au bar. C'est vrai que moi je l'aime bien ce mot rad parce qu'il a tout un imaginaire de QG, de bar de quartier. Il y a un nom, le Balto, le Longchamp, le Café de la Place, un comptoir un peu en zinc pour les plus anciens, un journal de la presse quotidienne qui trône sur un coin de table. Il y a tout je dirais une iconographie visuelle qui revient souvent. Et j'ai vu en parallèle qu'il y avait vraiment au-delà des fermetures de rideaux que je pouvais apercevoir dans la rue, j'ai regardé qu'il y avait vraiment une baisse depuis 60 ans du nombre de cafés et je me suis dit qu'il y avait une vertu peut-être d'archivage aussi à raconter ces vies qui peut-être ne le seront plus dans quelques années. Dans les années 60 en France, on comptait 200 000 bistrots. Il y en a moins de 40 000 aujourd'hui. Et quand je suis allée le voir à Saint-Mamet, pas loin de Fontainebleau où il vit, Guillaume m'a emmené au Maeva, qui a fermé il y a 1 an, faute de repreneur. Ce bar, il avait l'habitude de le fréquenter et il l'aimait tellement que c'est celui qu'il a le plus pris en photo. Moi je suis content que vous soyez venu pour voir le Maeva, ce qu'il en était en tout cas après sa fermeture, qui est un de mes QG locales. C'est un lieu où je me suis attaché vraiment aux patrons, en particulier Jim et Marlène, et aux habitués que j'ai pu voir en terrasse au fur et à mesure. Marlène. C'est la patronne. Mais bonjour non. Marlène. Je viens prendre des photos. Ça fait depuis 1968 que je suis ici, dans le bar. Au Maeva, ouais. Vous voulez voir l'intérieur? Ah, on peut voir plaisir, l'intérieur. ouais. Alors, vous allez chercher la clé. Attends. Merci Marlène. Ah, je avec vais chercher plaisir. la clé. C'est gentil. La réouverture. Voilà. Bah, ça n'a quasiment pas changé, il y a toujours le jukebox ici, le comptoir. Attends. Viens. Tu peux mettre une chanson, hein? Il y avait de tout, les Destiny's Child, Céline Dion. Machine 2003. Oh là là. Mais en fait, du coup, il y avait une vraie ambiance ici, quoi. Vous savez, j'ai eu des petites bagarres avec des gens qui avaient bu. Pas trop. Mais moi, ma dame, et je suis très forte, et je les prenais par le bras, et hop, à la rue. Ça dégage. Voilà. C'était moi la patronne, on m'appelle la patronne. Quand je pense, j'ai un coup au cœur. Bah oui, Ah, on va devoir fermer. Ah oui, c'est bon. Une fois que tu as choisi le RAD, comment tu prépares et tu travailles la séance de shoot que tu vas y faire? Disons quand je passe le pas de la porte, j'ai mon appareil photo dans le sac à dos plutôt. Là je vais directement au comptoir et je commence à papoter avec soit mon voisin du comptoir, soit la patronne ou le patron. Et donc je prends note un peu de mots qu'ils me disent, de leur vie, de leur lien avec l'espace. Et après je leur propose, s'ils sont d'accord bien sûr, de faire des photos, des portraits, des scènes de vie, des détails que je peux apercevoir devant l'objectif. De toutes ces photos, Guillaume a fait un livre, RAD.
se posait bien sûr la question de l'appropriation culturelle avant de commencer cette série. Quelque chose qui, en tout cas moi, m'importe aujourd'hui dans mon travail d'y aller le plus humblement possible, d'écouter, de me fondre dans le décor. Et c'est comme ça que, en tout cas, j'essaye à ma petite échelle de me faire un observateur à travers l'appareil photo de ces espaces de vie et m'effacer derrière l'objectif. Une catégorie de rades très spécifique à la France, c'est le PMU, pour Paris Mutuel Urbain. C'est des bars qui attirent souvent une population assez modeste et dans lesquels on peut venir parier sur les courses de chevaux. Mais les bars PMU souffrent de la fermeture, notamment à cause de la gentrification. Alors je suis allée rencontrer un collectif qui transforme ces lieux souvent assez vides en organisant des soirées de techno. Moi, j'aime toujours entendre cette phrase, putain, mais c'est vrai que à la base, c'était un PMU, quoi. C'est vraiment les vendredis teufs au PMU. Et ils se retrouvent là à 1h30 avec une partie kick club et tout. Ils disent, wow. Allez. Le collectif Bulldog, c'est une bande de potes qui organise des événements atypiques qui transforment les boîtes de nuit en pyjama party géantes, ou les PMU en club, où tu peux taper du pied sur de la techno. T'es vraiment pro, toi, jusqu'au bout. 16h, quand on arrive, il y a un peu les habitués. Ça gratte, ça joue. Il y a vraiment l'ambiance du coin en fonction de chaque lutte. Et vers 19h, du coup, on commence à mettre une ambiance un peu plus apéro. Nous, le souhait, c'est de faire une espèce de chemin où, en fait, à 19h, tu te retrouves à boire un verre sur de la house assez cool, un apéro, en jouant à des jeux, etc. de partout. Et tu te retrouves, si tu continues à soir à 1h30 du mat, dans une party club, au fond, sans trop t'en rendre compte. À gauche, ouais. Les deux, on les met roses. En fait, l'idée, c'est de marquer, en fait, de marquer les espaces. Putain, elle est efficace, bordel. Elle fait mieux taf que moi, maintenant. Là, c'est plutôt vert, et le coin tabac, rosé. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait un peu 3 espaces, alors qu'en vrai, t'as, je sais pas, peut-être 50 mètres carrés. Et je peux prendre la télécommande? Attends. Allez, hop. Ce sera meilleur, ça. C'est plus sympa. Et comment tu fais pour permettre à ce que les habitués du bar ne se sentent pas un peu délaissés ou en tout cas qu'on volait de leur espace un peu? C'est surtout chez eux de base. Et ils connaissent quand même, ils sont là avant, ils connaissent mieux les codes a priori, etc. Donc il n'y a aucune raison en fait de faire l'inverse. L'idée de dire que déjà de base, normalement à 19h c'est fermé, bah juste on prolonge. Et de laisser les jeux sans changer les prix, ça j'y tiens, me semble être déjà des codes pour permettre à tout le monde d'y être ou d'y rester. Pendant la soirée, les gens se font passer des mots de passe qu'ils ont trouvés sur le site de l'événement. Et s'ils le prononcent bien, ils ont droit à une pièce qui leur donne accès à une boisson gratuite au bar. Eh ben bravo, félicitations, ça. Et là, ça fait plaisir, c'est là les doigts. Ils me regardent, genre c'est bon, je l'ai ou pas? J'ai plus de Merci le Saint Graal. Qu'est-ce que permet le bar PMU que ne permet pas un club? Je dirais la liberté, quoi. La liberté, en fait, de pouvoir rentrer et sortir comme on veut. Pas devoir partir avec 50 ou 100 balles minimum pour passer sa soirée. La liberté de rencontrer quelqu'un sans avoir de pression, sans se dire ouais, non, là, en fait, on se retrouve à côté en train d'attendre avec des psychologies de comptoir sur le bord du... Voilà, ça crée des vannes. Tu peux venir comme tu veux, sincèrement, on s'en fiche. Tu sortais du taf et... En fait, moi, je travaille, t'as vu, je suis coursier, je travaille dans Paris, donc je suis souvent ici dans le secteur, tu vois. Donc il faut pour Saint-Honoré. Et tu sais, quand il y a les soirées PMU, bah tu kiffes, tu vois. Ouais, bah ouais, franchement, c'est cool. Et je pense, comme je t'ai dit, je suis d'une génération où on revient un petit peu aux choses d'avant. Il y a peut-être de la nostalgie. Mon papa m'a emmenée au PMU depuis que j'étais toute petite et moi, c'est un lieu que j'adore. Et en fait, le fait d'humaniser un peu et les gens du PMU et les gens qui écoutent de la techno, et du coup, ça se mélange. On n'aurait jamais dû se mélanger, on n'aurait jamais dû se rencontrer. Puis parfois, on rencontre des personnages. Justement, c'est ça aussi qui est chouette. Il y a des rencontres qui sont belles, sincèrement, entre des gens qui n'auraient jamais mis leur pied là-dedans, dans des PMU, donc des plus jeunes souvent, et à la fois parfois des vrais pieds de comptoir qui ne seraient jamais allés au-dessus de 19h et qui n'auraient jamais dansé sur ce type d'événement aujourd'hui. Donc le mélange parfois est même très joli. Le bistrot, c'est les rencontres. Mais c'est aussi le lieu de tous les débats et des grandes discussions, mais aussi de la création. Vous avez peut-être en tête l'écrivain Hemingway, qui était un habitué des bars du quartier Montparnasse à Paris. Ou aussi celui de Patti Smith, qui a écrit en 2016 M-Train,
qui est un recueil de ses réflexions matinales écrites en prenant son café du matin dans un bar de Greenwich. Bref, l'histoire de la création est remplie de ces exemples. Et peut-être que l'un des plus récents, c'est le duo Gwendoline. La Cold Wave de Gwendoline est une critique cynique de tout ce que le monde a de plus déprimant. Ubérisation de la société, surconsommation, inégalité ou gentrification. Leur musique a justement été produite dans le temple de l'anti-Startup Nation, le bar. Le nom de leur premier album vient d'ailleurs d'une phrase prononcée par un habitué du Terminus, leur rade préféré à Brest. Après, c'est Gobelet. C'est parti un peu comme ça, un été. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés. On avait des trucs à dire et puis on allait au bistrot. Au début, on y allait juste pour boire des coups et puis petit à petit, on a discuté. On s'est mis à faire de la musique comme ça, comme une blague un peu. Merci. Ouais, je pense. C'est à un moment, on était un peu paumés. Et on avait pas mal de haine par rapport à toute l'arrivée de l'ubérisation des trottinettes et compagnie. Enfin, on a la sensation d'être dans un monde auquel on n'appartenait pas. Et ça avait besoin de sortir, et c'est sorti d'une manière un peu drôle et cynique, quoi. Le deuxième album, c'était plus un truc qu'on a réfléchi, alors que le premier, c'était justement instinctif et c'est venu un peu de ça. C'est pas nous qui sommes allés vers le bar pour écrire, quoi. C'est plus le bar qui nous a un peu donné envie d'écrire. Mais ceci dit, quand même, on a essayé pour composer le deuxième album de s'isoler dans une maison. Et justement, on n'avait pas ce truc d'aller au bar, etc. Et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Mais c'est peut-être moins le bar en tant que tel sur le deuxième album, mais plus les copains, mais qu'on va au bar, donc forcément. Je sais même pas si je me souviens de mes parties. Ça va. Toi, t'as fait des petits... Ouais, c'est peut-être dû au câble. C'est vrai que c'est chelou. Et si on branche la console sur une autre alim? Et ya. Ouais, ça c'est mieux. J'en ai rien à foutre, et les concerts ce soir. J'en ai rien à foutre, des teufs chez Grégoire. J'en ai rien à foutre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un bar en fait. Avec la proximité, c'est qu'il y a un truc de ping-pong avec le public et que tu peux plus faire des vannes, t'es un peu plus proche. C'est pas dit que ça marche. Qu'à prendre à voter pour tous ces enculés. Parce que tu sais plus quoi faire. On est au PMU, à 8h du matin. Partir en retraite en mobilette avec tous les copains. Il y a un terme qui revient souvent quand on parle de la musique de Gwendoline, Schlagwave. Le mot ne vient pas d'eux, mais c'est une sorte d'hymne à l'instant présent et à la procrastination. Une ode à la paresse et à l'oisiveté, à contre-courant d'une société qui nous pousse constamment à la productivité. Le truc d'être un peu des victimes aussi, peut-être. Un peu désabusé et de pas se battre pour avoir les choses. De pas être dans la course. C'est un peu de la flemme aussi, ouais, c'est un mélange de... On s'en fout un peu de l'esthétisme. Oui, c'est la flemme d'aller plus loin et peut-être aussi d'avoir ce truc précieux qui est la première prise, alors un truc touchant même si c'est pas parfait, quoi. Tu vas manger, mais un deuxième réveil, rate le premier, prends ta douche, va t'habiller. Ticket de bus, bonjour, au revoir, t'as pas le temps pour un regard. Faut-il sublimer les rades, les chanter ou les transformer en club pour les sauver? Ces démarches peuvent sembler en décalage avec les lieux qu'elles cherchent à investir. Mais si le café du coin nous inspire, qu'on est nostalgique de sa possible disparition, c'est parce qu'il demeure, encore aujourd'hui, comme l'un des derniers espaces de vraie mixité sociale. Pour certains, leur image un peu désuète et populaire ne correspond pas à la carte postale de la France. Ils feraient même partie d'une France moche, en opposition à celle qui est supposée rayonner à l'étranger. Pour moi, il n'y a pas de France moche, il n'y a pas de France schlag, c'est des termes qui sont hyper péjoratifs, qui signifieraient qu'il y aurait une France qui est belle, qui se mettrait au-dessus de tout, et alors que la vie, pour moi, elle se passe vraiment dans
dans ces espaces où il y a vraiment une forme d'émulation, de fusion entre les personnes qui gravitent. Tu as vraiment une France qui vit et qui n'est pas obnubilée par son image, qui n'est pas marketée. C'est pour moi une France sans chichi qui est authentique.